Bonsoir mesdames et messieurs, merci de la confiance à la radio-télévision nationale congolaise. Question d'actualité, c'est parti pour 45 minutes d'échange sur les questions qui vous préoccupent. Nous allons, comme d'habitude, à la rencontre des experts, des personnes qui ont la connaissance de la matière que nous abordons pour vous apporter plus de lumière. Les sujets d'aujourd'hui, c'est l'assistance technique. Vous entendez parler de cette assistance technique au développement. C'est quoi exactement ? Qu'est-ce que cette assistance fait en République démocratique du Congo? Nous allons vous raconter toute une histoire, 20 ans d'analyse, 20 ans de regard sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo pour comprendre plus ou moins ce à quoi cette assistance technique au développement nous a amené. Et pour ce soir, notre invité, c'est Idesbald Tchinamula, qui est expert dans le domaine. Je lui dis pourquoi? Parce qu'il a produit un ouvrage qui retrace en tout cas, pas à pas, les secteurs, les années, mais surtout, qu'est-ce que l'aide technique au développement en République démocratique du Congo a apporté. Il fait cet état des lieux, mais il pose aussi la question sur la capacité de l'État à correspondre à cette assistance technique et aux besoins de développement au niveau local. Il est avec nous sur ces plateaux. Bonsoir, Idesbald Tchinamula. Bonsoir. Monsieur le journaliste. Merci. Je vous présentais tout à l'heure comme un expert. Avant que nous n'entrions dans le vif de notre sujet, comme je viens de le présenter tout à l'heure, il faudrait bien que vous donniez quelques informations sur vous-même à nos téléspectateurs. Les livres, on va en parler parce que l'essentiel de cet échange portera sur ce qui se trouve dans ce manuel très enrichissant et très riche lui-même. Qu'est-ce que vous êtes justement ? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour l'honneur que vous me faites de me recevoir sur votre plateau à la RTNC, qui est notre télévision, bien sûr. Nous sommes nés avec la RTNC qui s'appelait OZRT. Et donc, c'est l'occasion aussi de parler justement de cette évolution. Aujourd'hui, j'ai dépassé la cinquantaine, si je peux dire ainsi, mais nous étions tous bercés par la radio-télévision nationale. Et les livres, justement, c'est un recul un tout petit peu sur le passé qui nous concerne, qui concerne notre pays. Donc, j'ai fini les études à l'Université de Kinshasa, ici, en sciences économiques. J'ai commencé à travailler, mes tout premiers pas, c'était enseignant à l'Université de Kinshasa. Et donc, j'avais le choix de poursuivre la carrière universitaire enseignante, de devenir professeur plus tard, tout comme aussi de partir sur le terrain. Comme j'ai fait ce qu'on appelle chez nous l'économie appliquée, donc je voulais vraiment mettre ça en pratique sur le terrain. Et donc, j'ai plutôt fait le choix d'aller sur le terrain. Et donc, en allant sur le terrain, j'ai commencé effectivement mes premiers pas dans des programmes de développement parce que ça me passionnait. J'étais jeune. Avec mon papa, on parlait toujours de beaucoup de ces programmes. Mon père a construit sa première maison, sa première grande maison ici à Kinshasa, dans un quartier périphérique. Et chaque fois, je me souviens encore qu'on avait mis toutes les installations d'électricité dans la maison, dans notre propre maison, sans savoir qu'on aura un jour du courant, de l'électricité, tout comme de l'eau. Et donc, pendant longtemps, on est resté comme ça. Et finalement, je pense presque à un âge assez adulte que finalement, l'électricité est arrivée dans notre maison. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on discutait chemin faisant. On voyait les processus, on n'avait pas accès à l'eau courante, on n'avait pas accès à l'électricité dès notre enfance et nous n'étions pas seuls. C'était presque toute une génération où nous avons vécu comme ça. C'est quand on était à l'université qu'on avait accès à l'eau, qu'on avait accès à l'électricité. Alors, quand je commence à travailler, je constate que ce phénomène-là, ce n'est pas seulement chez nous, mais c'est sur l'ensemble du pays. Parce que, bien qu'ayant né à Bukavu, j'ai grandi plutôt à Kinshasa et j'ai renoué avec les terrains quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai fini mes études. Et donc, j'ai fait toute la RDC en tant que consultant individuel. J'ai parcouru également plusieurs pays africains. Donc, j'étais sollicité parce que c'était sur les questions de développement rural intégré. Et donc, j'ai eu l'occasion de sillonner plusieurs pays africains quand même. Les Sénégal, les Togo, les Niger, ainsi de suite. Après, j'ai intégré plusieurs organisations internationales de développement en RDC.
Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de travailler avec toutes les grandes institutions que vous connaissez ici. Je travaille pour la Banque mondiale, je travaille pour la Banque africaine de développement, pour l'Union européenne. Je suis allé aux Nations unies également. Et j'ai travaillé pour plusieurs partenaires, soit directement comme consultant, soit comme chargé d'études. Et finalement, j'ai passé quand même les 12 dernières années, je les ai passées dans le système des Nations unies, plus précisément au programme des Nations unies pour le développement. Voilà donc en résumé, nos téléspectateurs comprennent qui est en face de nous pour parler de cette question d'assistance technique au développement. Le titre du livre, qui résume plus ou moins 20 ans d'observation, comme notre invité vient de le dire, il a été partout en République démocratique du Congo, mais aussi il a été en Afrique. Il a donc la possibilité de faire une analyse comparative de ces assistances techniques au développement. Comment résumez-vous, expliquez-vous ou définissez-vous une assistance technique au développement? Oui, en fait, ce que j'ai adopté comme approche déjà dans les livres, c'est de simplifier les concepts. Parce que je souhaite vraiment, et ça c'est mon vœu, que les livres soient accessibles à tout le monde, pas enfermés dans un petit cercle, mais que ça soit vraiment ouvert. Et donc l'assistance technique de développement, c'est vraiment une approche pensée, réfléchie, pour venir soutenir les autres nations afin de permettre les nivellements, c'est-à-dire de faire profiter à toute l'humanité des progrès de la science, des progrès des technologies, de la technologie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne qui avance très vite. Malheureusement, tout le monde ne sait pas suivre la cadence dans laquelle le monde avance. Il y en a qui restent en retard parce qu'ils simplement ils ont un retard technologique. Et la diffusion des connaissances, tous ces progrès ne suivent pas pour certains pays. Et donc aujourd'hui, l'assistance technique de développement vient un tout petit peu remédier. Parce qu'aujourd'hui, les progrès technologiques sont à la base des inégalités. Alors qu'on veut les mêmes niveaux ensemble, mais tout d'un coup, il y a des écarts qui se créent. Et ces écarts-là se créent du jour au jour. Plus on avance dans la technologie, plus certains restent en arrière, longtemps en arrière, alors que les autres avancent sérieusement. Et donc, il y a un gap assez large qui se creuse d'année en année. Et d'autres phénomènes, comme les changements climatiques, viennent encore renforcer ces gaps-là. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui deviennent de plus en plus victimes et qui ne sont même pas responsables des phénomènes de changement climatique, mais qui en sont victimes et qui perdent des biens, qui perdent des propriétés et qui perdent effectivement du patrimoine. Donc, l'assistance technique au développement vient un tout petit peu remédier à ces processus, à ces phénomènes. Pourquoi aussi on va les faire? C'est parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle un impératif d'ordre moral. Vous savez que c'est l'Afrique, c'est les pays du Sud qui en réalité sont les fournisseurs des matières premières qui aujourd'hui sont à la base de l'essor de l'industrie qui est au nord. C'est nous qui fournissons les matières premières. C'est chez nous qu'on vient puiser l'ensemble. Donc les autres qui sont riches aujourd'hui au nord, en réalité, doivent leur prospérité aussi à notre économie. Mais à vous entendre parler sur des questions purement philosophiques, ça n'a rien à voir avec les livres, vous dites que sur des questions d'ordre moral aussi, en Afrique, on exploite, et puis c'est pour l'industrie du Nord. Vous pensez que celui qui vient en instance technique vient parce qu'il aime l'Afrique, parce qu'il a pitié de l'Afrique, ou il vient parce qu'il a forcément des intérêts ailleurs? Justement, c'est philosophique, mais justement, c'est abordé dans le livre. Oui. C'est pour justement expliquer l'origine. C'est question d'ordre, j'ai dit des impératifs d'ordre moral, parce que quelque part, on va se dire, mais écoutez, comment les autres continuent à rester pauvres alors que si nous avançons aujourd'hui avec l'acier aujourd'hui, avec les cuivres et les cobaltes que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui est à la base du développement dans plusieurs autres pays. L'acier aujourd'hui a permis d'avoir des chemins de fer dans plusieurs pays, mais les gros épuisés chez nous, en Afrique du Sud, quand je dis en Afrique du Sud, dans d'autres pays, la Guinée, ainsi de suite. La même chose pour les cuivres. Quand vous regardez aujourd'hui les cobaltes, les minéraux du cobalt, du cuivre, c'est l'Afrique qui est fournie, qui détient la plus grande partie. Donc on a alimenté le monde effectivement en bauxite, en plusieurs sortes de minéraux. Mais il n'y a pas que les ressources minières qui ne sont pas renouvelables, mais aussi agricoles. Vous vous souvenez très bien que l'huile de palme, les caoutchoucs, tout cela est venu de chez nous pour aujourd'hui constituer l'essor du monde entier. Donc quelque part aujourd'hui, ça dérange aussi les autres. Ils peuvent se dire, mais écoutez, si nous sommes ce que nous sommes, nous devons quand même à cela aussi une certaine partie de notre prospérité, de notre richesse. Et donc, quelque part, on peut apporter une assistance. Donc, les sociétés, quand je dis de l'impératif d'ordre moral,
moralement, on peut se dire qu'il y a lieu d'apporter assistance parce qu'ils ne peuvent pas rester en arrière comme ça alors que nous, on avance. Donc, il faut quand même qu'on travaille à ce que tous nous puissions profiter du progrès du savoir. Oui, voilà donc Idesbal Chinamoula qui explique cette question d'ordre moral, mais le livre, tout le monde ne comprend pas très bien. Vous avez donné une explication, une définition de l'assistance technique au développement, mais le livre, lui, il ne s'arrête pas à ça. Le livre dit exactement ceci, l'assistance technique. Le titre du livre, c'est l'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique. Ceci pose un problème qu'il faudrait analyser de fond en comble. Même si nous n'allons pas analyser tous les livres, mais nous allons en tirer quand même une grande substance. Vous faites un état des lieux de l'assistance technique en Afrique, mais spécialement en République démocratique du Congo. Le processus. Comment on définit les actions, les axes d'intervention, les priorités. On vient assister à un pays qui a besoin d'assistance justement. Qui détermine comment ça va se faire et c'est dans quel secteur on va intervenir, on va assister. Merci beaucoup. Une question très, très importante. Peut-être qu'il faut que je cadre la période que moi j'ai analysée, oui. 2001 à 2020. Nous sommes en 2001. Le pays est délabré. Il y a la guerre, le pays est divisé quasiment en plusieurs morceaux. Et donc, on a un problème de réunification du pays. Nous avons la population qui est déplacée dans tous les sens. Donc, on a à peu près 6 millions de morts. Par la suite, bien entendu, tous ces processus, 10 millions de la population congolaise déplacée en interne de leur propre pays, un phénomène inédit. On se déplace pour aller dans un autre pays, mais en interne. Ça veut dire des gens qui quittent l'Est, qui viennent pratiquement vers l'Ouest. Beaucoup de gens sont arrivés à Kinshasa, souvenez-vous, à cette période-là. Et donc, nous avons, avec les 15 ans d'interruption, où j'ai parlé de 90 jusqu'en 2006, il n'y a presque pas de routes, il n'y a pas de programme de coopération, tout est délabré, pas de routes, pas de l'industrie avec les pillages que nous avons connus. Et dans la foulée de la conférence nationale souveraine, les industries sont complètement délabrées, le tissu industriel est délabré au niveau du pays, il n'y a rien qui marche. Et donc, si on dit à priorité, vous avez tout est prioritaire à ce moment-là, tout. Parce que les pays les niveaux de la pauvreté, c'est pratiquement plus de 80% de la population vit avec moins d'$1 par jour. La situation humanitaire est catastrophique et donc on était dans une situation difficile, critique. Tout était prioritaire. Et donc pendant cette période, les interventions arrivent, l'assistance technique se présente. Il y a d'abord les interventions humanitaires. Il faut sauver des vies parce que beaucoup de gens étaient en difficulté. L'armée, vous souvenez-vous qu'un des processus critiques, c'était le désarmement, la démobilisation. On a plusieurs fractions ici des groupes armés qui viennent former une armée de plus de 300 000 personnes, alors qu'il faut réduire les effectifs, je pense, autour de 150 à 100 000 hommes. Et donc, il faut démobiliser, il faut les réinsérer, il faut apporter l'assistance à ceux qui sont également déplacés, qui sont sans abri. Et donc, des priorités du côté humanitaire, des priorités du côté des infrastructures, des priorités du côté des processus démocratiques, parce que les pays se remettent aussi en place. Il y a les partis politiques qui naissent ça et là, et qui sont en train de se chercher à se positionner, et qui doivent aussi comprendre comment ils fonctionnent en tant que la démocratie. Donc, l'éthique était difficile. Je me souviens qu'un des programmes auxquels j'ai travaillé, c'était avec les journalistes, justement. C'était justement aider à travailler la presse responsable, comment gérer la pluralité d'opinion, comment intégrer ça. Et ça, c'est des appuis qu'on a apportés. Moi, je travaillais à l'époque au GRET, groupe de recherche d'échanges technologiques, et donc un des programmes comme ça, c'était renforcer la presse, la responsabilisation, ainsi de suite. Radio Okapi qui arrive dans la foulée et qui commence aussi à relayer les opinions, ainsi de suite. Donc, pendant cette période-là, les priorités sont nombreuses. Mais ce qui se passe, c'est que l'État est tellement faible que les partenaires, quand ils arrivent, ils proposent, ils viennent avec une offre directe, parce qu'une offre, et ensuite, voici ce que nous voulons faire, voici ce que nous voulons faire pour aider. On fait les diagnostics à la place de l'État, parce que l'État est presque... Mais là, il y a une inversion des responsabilités. Bien sûr, tout à fait. Une inversion des responsabilités, effectivement, on arrive, l'État est délabré, disloqué, faillite de l'État, et donc les partenaires viennent en disant, première chose, c'est renforcer l'État.
C'est ça la plus grande priorité, renforcer l'État. Il faut construire l'État. Alors il fallait effectivement aider les pays à organiser ces premières élections, à organiser ces élections. Avant d'organiser les élections, asseoir d'abord les partis politiques, les aider, les appuyer, mais en même temps, les minimums, pendant qu'on organise les élections, il faut effectivement qu'il y ait quelques routes accessibles, ouvrir des routes. Pendant ce temps-là, il faut regarder, les gens ont faim, les écoles. Il y a une distorsion terrible entre les enfants. Les garçons sont privilégiés, les filles non. Vous vous souvenez qu'il y avait un grand programme avec l'UNICEF, notamment toutes les filles à l'école, pour permettre justement à ce que les filles également intègrent l'école, parce que les parents privilégiaient les garçons. Et donc c'est des processus assez critiques, et c'est analysé dans les livres, où nous avons affaire à plusieurs priorités, mais comment on tranche entre ces priorités, ça c'est un véritable casse-tête et ça n'a pas du tout été facile. Donc on essaye, dans les livres, j'essaie justement de montrer comment ça n'a pas été facile. Non, mais le livre montre exactement qu'on a subi. Disons que l'État, à l'époque, a subi. Donc, le partenaire, c'est lui qui vient avec l'assistance, a déjà un canevas, la façon de faire, vu la faiblesse de l'État de l'époque. Tout à fait d'accord. Et puis, l'assistance technique a été appliquée selon le partenaire, au lieu que ce soit l'État qui mette en œuvre selon ses priorités. Tout à fait. L'approche d'entrée, c'est celle-là. On dit, voilà, nous appelions dans un langage codé, on dit DIM. DIM qui signifie Directly Implementation. Ça veut dire les partenaires, il arrive et c'est lui qui met directement en place les programmes et qui commence à élaborer parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. L'interlocuteur est faible. L'interlocuteur, il ne comprend pas encore les enjeux. Et ainsi de suite, il est presque figurant. C'est un figurant. Donc l'État, il est là, mais il est figurant. Il faut les former, il faut les coacher. Et donc quand on doit les coacher, on vient avec tous les outils nécessaires, avec les programmes. C'est des grands programmes de renforcement des capacités vis-à-vis de l'État. Mais le problème, c'est maintenant les processus, comment ils évoluent, comment on shift. C'est ça les défis. Comment on quitte ces processus-là de coaching où maintenant on a aidé l'autre à se mettre debout. Et puis on lui dit maintenant, écoutez, vous devez venir vous asseoir ici maintenant, prendre les volants et diriger maintenant votre propre pays. C'est ça les défis. C'est vraiment vers là qu'on voulait aller. C'est vraiment vers là qu'on voulait aller. Maintenant, quand on analyse ces années-là d'assistance technique, justement, selon DIM, vous avez dit, Directly Implementation, quand directement les partenaires ont, pendant 20 ans, presque, c'est arrivé de cette manière-là. Quand on analyse les résultats sur le terrain, les livres démontrent qu'il y a une inadéquation claire entre les moyens injectés et les résultats escomptés, et surtout la pérennisation des infrastructures et tout ce qui a été fait avec l'assistance technique. Alors, parce que c'est le cas, comment, dans le livre, il l'explique bien sûr, mais comment vous le dites à nos téléspectateurs, comment sortir maintenant de ces carcans? Il faudrait, dans le livre, bien entendu, préfacé par le professeur Mukoko Samba, je ne l'ai pas dit au tout début, il est préfacé par le professeur Mukoko Samba, et dans sa préface, justement, il dit que ce livre est effectivement une interpellation pour les autorités actuelles. Lui qui est du côté des autorités, il pense que c'est une interpellation. Alors, comment pensez-vous que ce retard accumulé pendant 20 ans, l'assistance technique a quasiment constitué, pas de l'argent perdu, mais on n'en est pas très loin. Comment on fait pour rediriger maintenant les assistances techniques qui viendraient? Oui, ça c'est très important. C'est vraiment là qu'on démontre les faiblesses que nous avons connues et dire, voilà, on était dans une approche difficile. C'était un moment difficile, un moment charnier. Il faut reconnaître quand même que cette solidarité internationale a été vraiment bien appréciée, nous a aidé vraiment à, je vais dire, à soutenir les pays pendant cette période. Mais il faut savoir capitaliser, parce que nous-mêmes, nous sommes les fruits justement de cette assistance technique. Nous sommes formés aujourd'hui, nous avons bénéficié de plusieurs formations au Congo, à l'étranger. Nous avons été sur des grands enjeux. Un des aspects critiques aujourd'hui, c'est sur le domaine des changements climatiques. La RDC, avec tout son potentiel, ne savait pas se positionner à l'international. On ne savait pas négocier. Donc, avec l'assistance technique au développement, parmi les programmes, entre autres, c'est les programmes de former les négociateurs congolais. Et donc, nous avons eu l'occasion de diriger les groupes Afrique des négociations sur les changements climatiques. Et on était parmi les tout premiers en RDC, les Congolais. Nous étions les tout premiers à diriger. Nous avons accueilli presque toute l'Afrique au Congo, en RDC. Nous sommes dans les années 2009, 2010, 2011.
Nous avons organisé ce qu'on appelle les universités d'été de la RED qui est le processus de réduction des émissions liées à la déforestation et dégradation forestière ainsi que de la perte de la biodiversité. Nous étions les premiers, bien sûr, disposant de plus de la moitié des forêts du bassin du Congo. Et donc, nous devions maîtriser cette ressource et les rôles importants que nous jouons pour capter, séquestrer les gaz à effet de serre et stabiliser les climats. C'est un rôle très important, mais dont nous ne savions pas comment nous y prendre. Et donc ça, c'est des aspects très importants, critiques, pour lesquels effectivement nous avons tiré profit. Bien sûr, au-delà d'autres formations sur les processus électoraux, je crois que nous avons bénéficié de beaucoup de soutien sur les observations électorales. Je crois que vous devez même vous-même disposer d'un certificat sur comment mener un processus électoral. Moi, je vous donne un exemple que je me suis retrouvé à l'occasion dans la même salle, dans la même classe avec mon papa, qui est d'une autre génération, pour dire qu'il avait raté les coachs de la démocratie. On était dans la même classe et on a obtenu les certificats le même jour, lui et ses collègues, moi également et mes collègues. Ouais. Donc deux générations qui se rencontrent dans la même classe, parce qu'il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait jamais ça, ces processus-là. Donc tout ça, nous avons appris, bien entendu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand l'assistance arrive, nous propose des choses, des solutions, on est avancé. Et je crois qu'il y avait une déformation où tous on disait, mais voilà, parmi les autorités, je crois que vous avez plusieurs fois entendu ça, les autorités qui disent, écoutez, moi je vais vous accompagner, je vais vous assister, vous pouvez compter sur moi. Vous dites ça aux partenaires. Les partenaires qui viennent vous assister. Vous dites que vous allez l'accompagner. Vous allez l'accompagner, je vais vous accompagner. En fait, c'est courant. C'est ce shift-là qui doit se passer. En fait, les partenaires viennent nous accompagner, il vient accompagner les gouvernements. Donc il doit trouver un gouvernement ou les autorités qui sont là-bas, l'administration, qui a déjà des idées, qui a un plan, ou l'aider à monter son plan de développement. Voici comment je vois le futur, voici comment je me positionne, je me projette dans les 15-20 prochaines années, les 30 prochaines années, voilà comment je vois les choses, ainsi de suite. Alors sur cette base-là, les experts peuvent venir vous aider à poser vos bases, à coucher vos idées, à les articuler, à les représenter, vos rêves, les rêves des citoyens congolais. Voici nos rêves, ce que nous rêvons. Vous aider à mettre ça en musique, donc à bien articuler ça, à bien ressortir ça et à mobiliser les ressources pour pouvoir mettre ça en œuvre. Mais ça n'a pas été le cas. Souvent, c'est presque... On est preneur, on n'a pas ça et on arrive, on travaille en vase clos, on s'accroche aux partenaires, on veut les privatiser. Voilà, il vient pour moi et donc il reste mon partenaire. L'autre institution dit, voilà, ça c'est mon partenaire. Et donc on a travaillé un tout petit peu de manière segmentée, de manière... fragmenté, je vais dire, chacun avec son partenaire, les différents secteurs comme ça. L'État n'a pas été, n'a pas fonctionné comme un corps. L'État n'a pas fonctionné comme un corps. Un bon dialogue intérieur, non. C'était même les partenaires qui permettaient, qui conduisaient les institutions publiques à se mettre ensemble. C'est les partenaires qui disaient, mais écoutez, vous êtes de l'éducation, vous êtes de l'agriculture, vous êtes des infrastructures, des routes, mais mettez-vous ensemble pour que nous puissions avoir un programme des routes. Les routes vont servir à quoi? Les routes vont permettre d'aller désenclaver les zones rurales pour déboucher les bassins de production. Comme ça, on sait évacuer les productions vers les zones de consommation qui sont les marchés, les débouchés. Les débouchés, c'est les grandes villes. Et donc, les routes viennent comme... Mais l'agriculture, par exemple, et les infrastructures ne se parlaient pas. On a des programmes comme ça où l'environnement s'est croyé, c'est-à-dire la forêt. Pour protéger la forêt, vous savez très bien qu'il faut sortir de la forêt. La forêt, ce qui mange la forêt, c'est l'agriculture, c'est le manque d'énergie. C'est les mines, l'exploitation minière, c'est d'autres secteurs. Et donc, les experts, par exemple, au ministère de l'Environnement, pensaient qu'ils vont régler les problèmes de la déforestation en restant seulement, en s'enfermant sur eux-mêmes. Non, il faut sortir. Et ça, c'est les partenaires qui disaient, mais écoutez, vous devez parler avec le ministère de l'Agriculture, vous devez mettre en place un programme d'aménagement, un plan d'aménagement du territoire pour pouvoir délimiter les zones agricoles, pour pouvoir mettre de côté les zones résidentielles, pour pouvoir tracer où est-ce que vous allez faire les routes, prévoir ça, les chemins de fer, et c'est ça qui va permettre de préserver. Donc, on a évolué dans cette situation-là, et c'est les défis que j'analyse effectivement, que ça n'a pas du tout été facile, mais maintenant, reprendre notre position en disant, c'est nous qui sommes les responsables de notre propre développement, et c'est nous qui devons prendre les choses en main, pour pouvoir nous positionner et maintenant dire aux partenaires, soyez derrière nous, alignez-vous derrière nous,
avançons ensemble maintenant, mais il faut qu'on ait une vision, qu'on construise une vision. Parce que justement, il faut qu'on construise une vision. Il y a eu des efforts d'appropriation, comme vous le dites. Je vais parler du DCRP, document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, je crois, de première génération et de deuxième génération. Mais est-ce que ces documents reflétaient-ils le besoin des communautés, les problèmes des communautés, les besoins en financement, mais aussi cette nécessité de travailler de façon concertée pour arriver à des résultats. Quand vous analysez le DCRP, vous trouvez qu'on a fait un pas dans la bonne direction ou est-ce que c'était tout simplement un à peu près? Merci beaucoup. Le DCRP est un processus très très important qui nous a fait tous rêver. Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, qui est conçu comme un outil de la mise en œuvre des OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Figurez-vous, quand on tourne, on entre en 2000, que nous avons tous salué, vous et moi, nous sommes de la génération 1900, quelque chose, et puis on arrive à l'année 2000, c'est un événement. Vous savez que c'est même un privilège. J'essaie de faire les calculs, il faut à peu près 13 à 15 générations pour traverser un millénaire. Donc nous, on a eu ces privilèges-là de traverser. Plusieurs qui sont nés aujourd'hui ne traverseront pas 2000, ils vont pas. Donc le monde entier était dans l'émulation, c'était un événement important. Mais alors, on s'est dit, mais on a honte, on entre en 2000, nous avons les moyens de communication, nous avons des avions, nous avons l'énergie, l'électricité moderne et consorts, mais il y en a qui sont encore en train de vivre à l'âge de la pierre taillée. C'est pas normal. Donc vis-à-vis du monde, et c'était quand même une honte. Et c'est comme ça qu'on a dit, écoutez, on va mettre en place des objectifs du millénaire pour le développement, aider les autres aussi à monter un tout petit peu. Donc on a créé effectivement, avec les systèmes des Nations Unies, on a mis en place effectivement les OMD. Et parmi les instruments de la mise en œuvre des OMD, c'est les DCRP, donc les documents de stratégiques de croissance et de réduction de la pauvreté. Il y en a eu des premières générations, comme vous l'avez dit, et puis des deuxièmes générations. Mais derrière ça, nous ne savions pas mettre en œuvre nos politiques publiques parce qu'on était aussi déjà plombés par des dettes. Souvenez-vous qu'on avait des dettes qui nous asphyxiaient. Pays pauvres très endettés. Qui nous asphyxiaient là. Et donc, en même temps qu'on a mis tout ça en place, il y a eu des initiatives intéressantes d'annulation des dettes, mais à condition de mettre en place, de respecter un certain nombre de processus. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à préparer les pays. Les pays devaient se préparer jusqu'à atteindre ce qu'on appelait à l'époque les points d'achèvement. Les points d'achèvement, ça veut dire que vous mettez en place votre DCRP et vous montrez qu'on va annuler votre dette. Nous, on a bénéficié d'une annulation de la dette qui allait autour de 14 milliards. Oui, mais on vous oublie quand même que le produit de cette annulation doit aller dans tel secteur. Merci beaucoup. Et c'est ça, justement, le travail de préparation. Il fallait... On annule la dette, votre dette, mais les services de la dette qui étaient assez lourds, les services de la dette, c'est-à-dire les remboursements, avec la dette lui-même, les capitales et les intérêts, ça nous asphyxiait. C'est comme ça qu'on ne savait pas orienter, on ne savait pas émettre des investissements, on ne savait pas faire des investissements. C'est à ce moment-là qu'on va même demander qu'on mette en place un certain nombre de réformes. Plusieurs réformes ont été justement encouragées, notamment la mise en place du FONER, qui n'existait pas. À un moment, nous sommes en 2011, 2012, 2013. Moi, personnellement, j'ai dit en 2020, ce pays va se métamorphoser. Ça va être effectivement un pays formidable. Donc la RDC va être transformée. C'est ce que je croyais. Et j'ai été mobilisé, pas seulement seul, mais plusieurs autres, bien entendu des experts. La RDC a accueilli des milliers d'experts internationaux, des ingénieurs qui venaient de plusieurs pays, y compris de la Colombie, avec qui nous avons joué au foot dernièrement, des gens qui venaient de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, de l'Europe, n'en parlons pas. De l'Asie, nous avons reçu des Coréens, nous avons reçu des Chinois, des Japonais, des coopérations dans tous les sens. Et bien sûr, l'Inde, n'en parlons pas. Et bien entendu, nos compatriotes aussi africains, de tout genre. Donc, presque plusieurs experts sont venus au Congo pour appuyer ces processus. Alors, et je me suis fait beaucoup d'amis. Mais aujourd'hui, quand on se rencontre justement avec ses amis à Bruxelles, à Paris, à Londres, et aux États-Unis, au Canada, c'est comme si vous avez marqué le pas. Et toute la question qu'on se pose, je les ai vus, la plupart, je les ai vus, ils ont pris de l'âge, ils sont parfois méconnaissables, c'est à peine qu'on se reconnaît, mais et pour eux, s'ils peuvent dire que la plus grande expérience de leur vie, ils ont passé ça au Congo, mais après, la question qu'on se pose, pour quel résultat ? Ça, c'est vraiment la question qui nous préoccupe. Pour quels résultats? Et c'est vraiment ça, les défis. Quand on regarde les gens qui sont usés aujourd'hui, qui ont, au-delà de l'argent, vous avez parlé
de 85 milliards, la somme que nous avons additionnée, des partenaires, qui viennent des partenaires, ouais. sans compter les budgets de l'État, qui lui-même aussi tournaient autour de 65. Pour une fois, les Congo, les budgets de l'aide étaient supérieurs au budget mobilisé pour la même période. Donc si on met toute l'enveloppe ensemble, ça fait quand même à peu près 150 milliards investis sur cette période-là de 20 ans. Mais on se pose la question. Donc au-delà de l'argent, il y a cette énergie, il y a ces personnes, il y a ces ressources, il y a ces savoir-faire, il y a toutes ces personnes qui se sont mis ensemble pour pouvoir apporter de la transformation. Mais tout ça, qu'est-ce que ça, à quoi ça a servi? À quoi ça a servi? À quoi ça a servi? C'est complexe, on le dira toujours, chaque fois que besoin se présentera, mais le temps qui nous est imparti nous oblige d'aller un peu plus rapidement. Le livre, on aura le temps de le décortiquer davantage. Je le rappelle à nos téléspectateurs, l'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique a été portée sur les fonds baptismaux il y a peu. Nous allons suivre avec René Ngwangou ce qu'a été cette cérémonie de baptême du livre. Et puis, nous allons poursuivre notre échange, mais ce sera avec comment contenir l'impasse de l'État et impulser l'action de développement. C'est la deuxième partie du livre. Vous allez essayer, dans la mesure du possible, de donner à nos téléspectateurs la consistance de cette partie du livre. Il y a des livres qui se contentent de décrire le monde. Il y a d'autres qui ambitionnent de les transformer. C'est le cas de ces nouveaux ouvrages, l'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique, exemple de la RDC, publié aux éditions L'Harmattan et préfacé par le professeur Daniel Mukoko Samba. Ce livre de 248 pages est porté sur les fonds baptismaux le lundi 29 juin 2029 par le professeur Lenny Ilondo, vice-président de l'AFEC. Aux chercheurs, aux responsables, aux décideurs, nous avons besoin de l'intelligence dans ce pays. Nous avons besoin de la coopération. Nous avons besoin du partenariat. Mais rien ne peut se faire sans nous, sans notre propre responsabilité, sans nos propres choix. Et ce livre, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir structurer comment nous négocions notre plan de développement, comment nous négocions l'apport des autres dans le processus de notre progrès. Sur ce, au nom de la République, au nom du développement, au nom de l'unité nationale, qu'on l'a vu il y a deux jours lors de la qualification de nos léopards, la liesse à travers la République, et cette liesse doit se transformer en développement pour que ces jeunes qui ont salué la victoire retrouvent un emploi et que ce pays se développe. Au nom de la République, je bénis et je demande que ce livre soit notre repère à nous tous. Merci. Son auteur, Idesbal Shinamula Vuningoma, expert en développement durable, déconstruit la thèse encore dominante selon laquelle l'échec relatif de l'aide au développement est imputable principalement aux partenaires extérieurs. Sans nier les contradictions internes de l'aide internationale, il démontre la responsabilité majeure de l'État et partage les codes pour sortir de l'impasse. Au-delà d'une étude sur l'aide internationale de 2001 à 2020, Idesbal Shinamula fait une radiographie de l'État congolais pendant la période de son observation. Il donne une analyse rigoureuse de mécanismes de l'assistance au développement et propose une réflexion courageuse sur les conditions réelles de l'émergence de la République démocratique du Congo. Voilà, vous avez suivi la cérémonie de baptême de ces livres. Je vous ai dit que c'est une manne, ça. Hein? 20 ans d'expérience, des exemples de terrain, chiffrés, secteurs identifiés, tout a été fait. En tout cas, Idesbal Shinamula a fait un travail de titan. Les chercheurs peuvent donc s'abreuver à cette
Hartmann qui décrit en tout cas la situation socio-économique de la République démocratique du Congo depuis ces 20 ans, de 2001 à 2020. Vous avez tous les éléments dans cet ouvrage. Mais l'ouvrage, c'est aussi se projeter dans l'avenir. L'impasse de l'État et impulser l'action de développement, c'est la deuxième partie de ce livre. Comment entrevoyez-vous l'avenir? Les formations ont été faites, les routes ont été construites, plusieurs infrastructures, plusieurs secteurs, éducation et autres. Mais on a toujours l'impression que nous n'avons pas beaucoup avancé. Le problème, il réside où? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Pour vous donner un petit exemple où se trouve la difficulté, c'est que vous avez été formé avec l'aide des partenaires au développement. Plusieurs autres personnes ont été également formées, mais est-ce que les formés ont retransmis ou ont transmis le savoir pour que ça se pérennise? Est-ce qu'ils ont dupliqué le savoir? Le pays est grand pour que ce savoir serve au développement sur l'ensemble du territoire. Est-ce que cela a été fait? Et si ce n'est pas fait, qu'est-ce que l'on doit faire le plus rapidement possible pour sortir de cette impasse? Merci beaucoup, cher ami Eddy, monsieur mon petit citoyen, bien entendu. C'est pour ça que j'ai même écrit les livres, parce que je me sentais redevable vis-à-vis de la société. J'ai fait partie de ces Congolais qui ont été au front pendant des années, de nombreuses années. Nous avons reçu beaucoup de formations, nous avons été formés. Donc j'ai même eu l'occasion de suivre des formations sur le leadership avec... financés par l'assistance technique et bien sûr les modules qui sont dispensés par Harvard Institute Leadership. Donc ça, c'est quand même des formations importantes qui nous aident effectivement à maîtriser les choses. Et donc c'est ça qui me permet de faire l'analyse que je viens d'effectuer. Il y a eu beaucoup d'interruptions. Je les montre dans les livres. Interruptions en termes de processus. Parce que l'État, lui, il est là. L'État, c'est un acteur qui est pérenne, qui est stable. Par contre, les animateurs peuvent changer. Mais je crois que chez nous, ça n'a pas fonctionné comme ça. Chaque fois, l'État a été identifié toujours aux animateurs. Et chaque fois que les animateurs changent, ils changent avec tout. Il faut recommencer. Celui qui arrive recommence à zéro. Rupture entre les politiques et l'administration. Je vous ai donné l'exemple des changements climatiques. Nous avons formé des experts dans ces pays en négociation climatique, mais qui sont logés dans l'enseigne de l'administration. Mais quand les politiques arrivent, qui dirigent les ministères, ainsi de suite, qui dirigent les ministères ne prennent pas souvent en compte ces expertises formées. Et quand on arrive, on change de gouvernement. Je montre les nombres des fois, pendant cette période-là, où nous avons connu des changements de premiers ministres, où nous avons connu des changements de gouvernement. Et je démontre qu'à chaque changement des gouvernements, je crois qu'on en a connu autour de 9, 10. Et donc je démontre même la survie des ministères, de la durée de survie à la tête du ministère, autour d'une année, 12 mois. C'est ça la survie à la tête d'un ministère, d'un département politique. Et donc chaque fois, au 12 mois, on commence à peine à dire, voilà, voici ce que nous allons dessiner, les futurs qu'on dessine, nous voulons aller dans telle direction. Dès qu'il y a un changement, celui qui arrive, je vais le voir en tant qu'expert, je vais le voir, je dis, voilà, on était déjà à ce niveau ici, est-ce qu'on peut... Tout de suite là, c'est table rase. Table rase, complètement. Il faut changer shift. Et on en a connu des ruptures et des ruptures sans arrêt. Quand on construit un pays qui doit se construire, c'est-à-dire au-delà des hommes, les hommes passent, les institutions restent. Souvenez-vous qu'il y a j'ai défini ça également, 3 dimensions essentielles pour l'État. L'État est une autorité souveraine. C'est l'État qui prend la décision. C'est l'État qui conduit les véhicules. C'est l'État qui décide sur l'essor librement, pas par des influences extérieures. C'est l'État qui assume en tant qu'autorité souveraine. Deuxième dimension de l'État, c'est une institution, c'est-à-dire capacité d'organisation, d'orchestration du développement. Il faut avoir cette capacité de s'organiser, d'orchestrer les processus de développement. Et troisième mission essentielle de l'État, c'est les garants du territoire, les garants de la sécurité sur l'ensemble du territoire et de la population. Les garants de la sécurité du territoire national et de la population. Ces 3 dimensions sont importantes et intrinsèquement liées. Et quand on analyse l'État, on les regarde sous ces 3 aspects. Est-ce que c'est lui qui décide, c'est lui qui conduit, qui pilote les processus de développement? Il faut qu'il se réapproprie ça. Il faut qu'il se réapproprie son processus de développement. Il faut qu'il soit celui qui guide, qui montre la direction. Et ça, c'est la première chose.
L'État, est-ce qu'il est performant dans son organisation? Est-ce qu'il est efficient? Est-ce que les institutions que nous mettons en place sont efficaces, sont efficientes? Est-ce qu'il dialogue entre eux? Est-ce que l'État est efficient dans son organisation, dans sa structuration? On fait des propositions. Et puis, bien entendu, la question des garants de la sécurité du territoire et de la population, c'est une dimension très importante. Parce que, justement, j'analyse, nous étions, il y a 20 ans, la population qu'on avait en RDC a été quasiment plus que doublé. La population a plus que doublé. Les niveaux de services n'ont pas suivi. Donc aujourd'hui, on a un retard à la fois sur les emplois à créer, sur les services, sur les infrastructures. Ces retards-là, nous accumulons. C'est-à-dire quand les présidents, les PR5 arrivent, le président son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive, il trouve un stock des défis qu'il a hérité, effectivement, qui n'a pas été fait. On a ces défis-là, auxquels maintenant, aujourd'hui, il faut ajouter d'autres complexités. Et les choses se complexifient avec les contextes actuels. Et donc, on accumule des défis. Et donc, même si on donne des solutions, on a l'impression que les solutions qu'on apporte sont comme une goutte dans l'eau parce que les défis sont énormes. Et donc, la formule, c'est ce que je propose là-bas. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change, qu'on soit plus audacieux aujourd'hui en termes de solutions. Parce que j'ai fait des projections sur 2050. L'Afrique, la population africaine sera le quart de l'humanité sera africain. Le quart de l'humanité sera africain. Donc si on sera à 9,7 milliards ou 10 milliards, en tout cas 2,5 milliards seront des Africains. Et de ces Africains-là, 3 pays émergent comme les têtes de file. Le Nigeria, la RDC, l'Éthiopie. Mais surtout la RDC qui monte, parce qu'aujourd'hui la RDC peut-être 4e après l'Égypte et après le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie. Mais là, en 2050, les statistiques sont effrayantes. 250 millions, parfois certains disent 300 ou même 400 millions d'habitants, ce seront des Congolais. Mais ces stocks-là, cette population-là jeune, il faut l'absorber en termes de main-d'œuvre, il faut des emplois, il faut anticiper les infrastructures, ainsi de suite. Et donc, c'est des défis énormes. Notre vitesse de mettre en place des solutions, on doit travailler, je pense, nuit et jour. On devait même commencer à travailler aujourd'hui, nuit et jour, pour pouvoir absorber ces défis, anticiper et régler ces problèmes-là qui nous attendent. Donc, ça, c'est des solutions que nous proposons. Et donc, sur les questions de gouvernance, sur les questions de leadership, mais aussi la question essentielle, quand on parle de gouvernance, c'est surtout la question de coordination. Préparer les études, investir dans la recherche, investir dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous pouvons rattraper notre retard. Moi, je ne suis pas pessimiste. Et je ne vais pas comprendre mon livre comme pour montrer que voilà, on va atterrir sur une note pessimiste. Non. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui modernes. Avec l'IA, c'est inouï. C'est un outil puissant qui peut nous aider rapidement à aller de l'avant. Mais il faut qu'on soit en mesure encore une fois, de capitaliser ces progrès-là pour pouvoir avancer et en tirer des dividendes. Merci Idesbald Tshinamoula pour cet exposé, parce que vous avez eu le temps de parler de ce livre que je vous ai dit qui est d'une richesse incommensurable sur les questions de développement à la base. Nous n'avons pas fini avec le livre, nous y reviendrons certainement et je crois que Idesbald Tshinamoula répondra positivement à nos prochaines invitations pour que nous entrions dans les détails de chaque chapitre de ces livres qui en réalité sont des chapitres de la vie de notre République et des secteurs importants de développement. Nous y reviendrons certainement dans ce livre, vous ferez le nexus humanitaire, paix, développement, vous allez lire ça. Ici, je vous conseille en tout cas de lire ces livres. Pour ce soir, nous avons donc fini. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.